Bonjour, je suis Camille Weber, présidente de la maison de joaillerie Weber. J'ai la chance de recevoir tous les mois dans mon podcast Les Voix de l'Audace des personnalités qui osent, qui prennent des risques et qui tracent leur propre chemin. L'audace, c'est pas seulement réussir, c'est aussi douter, affronter des épreuves, se relever d'échecs et puis se réinventer. Alors, je vous propose à tous de découvrir les coulisses de l'audace. Eh bien, bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode des Voix de l'Audace avec Lou Dana. Écoute, moi aussi, Camille, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui au sein du showroom Weber. Voilà, donc showroom Weber, toujours au 7e étage de la rue de la Paix. Alors, les Voix de l'Audace, l'idée, c'est vraiment de célébrer l'audace sous toutes ses formes. Et Lou, pour moi, tu es un peu l'incarnation de l'audace. Déjà, tu es hyper jeune, puisque tu as 27 ans. Bon. Donc, Lou est docteur en pharmacie quand même. Et multi-entrepreneur, puisque tu as fondé une biotech. Tu as fondé une, alors moi je dis AssureTech, mais qui s'appelle Grace, on va en parler tout à l'heure. Et tu es également fondatrice du podcast, le podcast du luxe. Voilà. Donc je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Et puis en fait, l'idée, c'est aussi de permettre aux personnes qui nous écoutent de comprendre en fait comment t'en es arrivé là aujourd'hui, donner un peu tes clés pour les personnes qui veulent se lancer et qui n'osent pas forcément se lancer. Sachant que, pour info, moi, je t'avais rencontré... D'ailleurs, je m'en souviens pas parce qu'en fait, je ne suis pas du tout physionomiste. Mais je t'avais rencontré il y a 4 ans, c'est ça, hein? Ouais, il y a 3 ans. Ouais, 3 ans et demi pendant, parce qu'on a fait tous les deux HEC. Toi, je pense que Non, moi, t'avais je n'ai dit. pas fait HEC. Ah, voilà, mais t'étais un HEC, luxe, Oui, à j'étais... Louis. T'avais parlé, et moi, j'étais au tout début de Grace. Donc, j'étais venue, etc. On avait un peu parlé, et tu m'avais invité, je me rappelle, ici, en fait. Voilà. Après, tu m'as jamais reconnue. Non, Ouais, en plus, je suis un peu myope aussi. Non, en plus, je t'ai vu de près. Mais non, mais en tout cas, c'est vrai que c'est dingue parce qu'en fait, c'était il y a 3 ans et demi, 4 ans. Weber venait d'être lancé. Et en effet, j'intervenais à une conférence chez HEC avec Raja Mekwar, qui est également actionnaire de Weber et qui est diplômé d'HEC. Et à l'époque, c'était vraiment une idée germante, qui germait, en fait. Et aujourd'hui, on est là, 4 ans après. Tu as créé le podcast du luxe qui cartonne. Tu as créé Grace qui cartonne aussi. Tu as levé des fonds, quand on en parlera également tout à l'heure. Donc voilà. Donc, pour essayer de comprendre un peu tout ça, on va remonter un peu dans ton enfance, si tu es OK, Lou. Et j'aimerais bien que tu nous racontes un peu quel type d'enfant est-ce que tu étais. Est-ce que déjà tu as des frères et sœurs? Et déjà, est-ce que quand tu étais toute petite comme ça, tu aimais le luxe, les belles choses? Et est-ce que tu étais aussi audacieuse? Déjà, merci beaucoup. Alors, disons qu'on va dire que j'ai vécu déjà, enfin grandi dans un environnement qui est un peu contradictoire. Donc, un père médecin très scientifique, mais inventeur. Mon père a inventé ce qu'on appelle aujourd'hui le Red Bull, les formules. Donc, un papa inventeur, mais un entrepreneur un peu catastrophique. Ça a été interdit en France pendant des années. Donc, déjà, ça vous donne Ton père a inventé le Red Bull? Ouais, l'énergie drink, les formules. Dingue. Ouais. Donc, un entrepreneur assez incroyable sur plein de choses, mais qui a jamais eu les bonnes personnes avec lui, pas du tout financier, et Dieu sait que c'est important de savoir lire un bilan comptable. Donc, c'est voilà. Et surtout, médecin anesthésiste, surtout, c'est vraiment son vrai métier. Et de l'autre côté, une maman qui avait une galerie d'art contemporain, ancien mannequin, très attachée aux beaux-arts, à l'histoire de l'art, et à ce que tu vois, et comment c'est fait, etc. Donc, vraiment dans ce milieu mi-scientifique, entrepreneurial, et tout ça. Et puis, avec des parents un peu originaux. Grandi à Cannes, dans un milieu, ouais, voilà. Et après, il se passe beaucoup de choses dans la vie, je pense. On a tous un peu on va dire nos petits traumatismes. Et du coup, je pense que c'est des choses aussi qui nous font grandir beaucoup plus vite. Et en fait, quand j'ai grandi, souvent ce que disent mes parents, en tout cas, j'étais très easygoing. On me mettait à une table, on me disait non, tu n'auras pas de dessert. Je me levais, j'allais parler aux voisins d'en face, et puis à la fin, je finissais avec un dessert. Donc, il y avait toujours ce côté où, voilà. Vraiment, c'est ce que Hyper disent mes parents. sociable, tu n'avais pas peur de hyper sociale. l'inconnu. Toujours confiance en moi. Ma mère, souvent, une fois comme ça, elle m'avait dit c'était un peu une punchline, mais ma fille, elle a confiance en toi. Tu l'as eu, on ne sait pas d'où elle vient, mais tu l'as. Mais j'espère pas de manière hautaine et suffisante ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que après, je pense que c'est l'amour, ce que te donnent tes parents. Quand tu as confiance en toi, mes parents le sont eux-mêmes, ils sont assez orateurs. C'est des personnes qui embarquent un peu des gens. Donc, on va dire que j'ai grandi plutôt dans cet univers-là. Et
donc à Cannes, dans le sud de la France. Et à 14 ans, je suis allée vivre chez mon père. Mes parents étaient divorcés. Et là, je suis plutôt rentrée dans l'univers très vraiment médical. Mon père m'emmenait au bloc avec lui les week-ends. Et donc là, le côté de Cannes, les paillettes, le beau, me paraissait très, très, très superficiel, malgré que j'adorais ça. Et donc, il s'est passé un événement, je me rappelle, mon père nous avait emmenés pour célébrer je sais plus quoi, chez Ducasse. Et en fait, c'était dans une de ces sortes de maisons qu'il a, qui est restauration, etc. Et on était dans la vieille bibliothèque. Et il y avait un énorme livre Louis Vuitton, je me rappelle, que j'ai retrouvé plus tard, après mes années de pharmacie. Et je me rappelle, j'avais passé tout le déjeuner à regarder, en fait, à lire ce livre. Et après, à Noël, j'avais demandé que des livres là-dessus. Et donc maintenant, il y a une tradition dans ma famille. C'était un livre sur l'histoire de Louis Vuitton. Ouais. Vraiment, il est vendu par Louis Vuitton, etc. Mais à l'époque, je me rappelle, c'est un livre qui valait, je crois, 150 €. Donc, c'est énorme. Et en fait, après ça, donc j'ai toujours demandé des livres là-dessus. Et surtout, je m'étais fait un carnet avec des fiches Bristol de l'histoire des maisons. Et surtout, que ce que je trouvais dingue, c'était comment les marques, elles avaient réussi à passer d'un petit artisanat, la création et vraiment du produit à des multinationales. Et ça est toujours resté là. Et puis, le côté de, dans l'univers un peu scientifique et médical, je me dis, ma mère me disait, Lou, tu devrais faire du design, aller dans du luxe, dans de la mode et des choses comme ça. T'es créative, ma fille. Mon père me disait surtout pas. Donc, c'est hyper drôle. Donc, t'avais vraiment les deux, quoi. T'avais cette appétence, clairement, pour le côté scientifique, la médecine et tout. Et puis, cet amour aussi pour l'art, pour l'artisanat. Et puis, ce côté business, quand même, parce que tu dis... je me posais la question, je me disais, mais comment est-ce qu'on arrive à partir d'une maison finalement assez artisanale, à taille humaine, et arriver à devenir des énormes marques comme ça, et des puissances marketing, des puissances financières. Question que vous devez vous poser tous les jours avec Weber. Non, mais c'est vrai. Non, mais en plus, notamment Weber, qui a fermé tout début des années 80 rue de la Paix, mais c'était avant justement la consolidation et puis du développement, de l'industrie. Exactement, de ces grandes maisons qui sont devenues ensuite des grandes maisons internationales. En effet, au début du XXe siècle, Weber était l'une des plus grandes maisons de joaillerie, mais ça restait quand même très franco-français, quoi. Donc, on n'était pas du tout sur les mêmes niveaux de chiffres, qu'aujourd'hui, quoi. Donc, donc, tout à fait, quoi. Et donc, toi, en tout cas, quand tu es jeune, tu adores le luxe, tu adores l'artisanat, tu adores l'histoire, en tout cas, qu'il y a derrière. Et à côté de ça, tu adores tout l'aspect, justement, scientifique. Tu vas dans les hôpitaux. Et donc, en tout cas, décide au début d'entamer tes études en pharma, en fait, c'est ça? Ouais, là-dedans, parce que donc mon père avait un laboratoire toujours à côté sur certains brevets et qu'il essayait de relancer, etc. Mon oncle était pharmacien et donc puis j'étais bonne élève, j'étais plutôt scientifique et donc c'était un peu une évidence de faire médecine. Et mon père, à la fin de l'année, résultat, il me fait, Lou, tu choisis pas médecine, tu choisis pharmacie parce que ma fille... T'es vraiment celle qui va oublier les compresses dans le patient. Donc, vraiment, épargne-nous ça. Mais par contre, t'as tellement un côté assez business. Vraiment, va en pharmacie, écoute-moi. Donc, je l'ai écouté. Et je suis allée en pharmacie. Vraiment, je me demandais, mais qu'est-ce que je fais là? J'ai vraiment, au tout début, je me posais beaucoup de questions. Je me dis, mais c'est pas pour moi. Je détestais l'officine. L'hôpital, c'est un métier hyper noble. Mais je trouvais ça pas du tout créatif, très réglementaire. Donc c'est quand même spécial et je sentais que malgré moi c'était pas fait pour moi et donc sur le laboratoire de mon père c'est un petit spray un petit spray oral care et que j'ai tout le temps en fait dans mon sac depuis que j'ai peut-être 7-8 ans et un copain à moi de pharma me dit écoute Lou, tu peux faire des doubles programmes en école de commerce et je te verrai bien, il y a des masters d'entrepreneuriat qui sont assez généralistes et essaye. Et donc, je fais un pari avec mon père. Je lui dis, écoute, si j'entre, tu me donnes les brevets. Il me dit, OK. Et donc je suis rentrée dans le master d'entrepreneuriat de HEC et de Polytechnique avec ce projet-là. Vraiment, biotech. J'ai pas d'argent, mais un projet extraordinaire. C'est ça, tu rentres dans le master entrepreneur X HEC, mais tu as ce projet d'entrepreneuriat avec les brevets de ton père. Ouais.
qui est donc de fonder donc une biotech avec les brevets. Ouais, le laboratoire, de reprendre toute la stratégie et puis de comprendre comment, en fait, je voulais tellement pas faire les erreurs de mon père. Je voulais apprendre ce que c'est tout le côté financier qu'on a quand même peu en pharmacie. J'avais tout le côté de la supply, de la production et scientifique, mais le reste, le marketing, etc. Je voulais avoir un peu, puis même comment on monte une société. Je le sentais que je l'avais dans les tripes, mais j'avais vraiment très, très peur de faire les mêmes erreurs. Et ça, t'as vachement appris pour les personnes qui nous écoutent et tout, ton master entrepreneur et tout, ça t'a... Moi, j'ai adoré. J'ai une copine à moi, comme ça, je me rappelle, qui me connaît depuis longtemps, qui m'avait dit Lou, je pense que t'es enfin à ta place. Et je pense que c'était vrai, c'était très généraliste. Ça t'apprenait à monter n'importe quelle boîte dans n'importe quelle industrie en partant de rien. Et la preuve, on a monté une boîte d'assurance. Et vraiment, ça t'apprend à lever des fonds, à faire des business plans, à parler à des investisseurs pendant 1 an, à savoir comment tu scales aussi une société, comment tu fais des reprises d'entreprise. Et en fait, la moitié de, entre guillemets, de la promo, c'est l'école de commerce. Et la moitié, ça va être école d'ingénieur, code, etc. Donc, c'était quand même très drivé par la tech, mais pas que. Et donc, moi, je suis vraiment sur ce projet. Et en fait, en parallèle, pendant mes études donc, de pharmacie, j'ai acheté beaucoup de sacs de seconde main que je rénovais en noir et que je revendais. C'était sur Vinted? Ouais, à l'époque, même, il y avait des groupes Facebook, Instagram. Ouais. Et vraiment... ouais, voilà, j'adorais, malgré moi, j'avoue, j'aimais bien les beaux sacs. Et bon, je peux pas me enfin voilà, ma mère n'allait pas me donner les siens, donc fallait que je me démerde, enfin me débrouille, pardon. Et donc ouais, donc je retapais très mal d'ailleurs, mais pour le coup, ça se revendait, donc j'étais très contente. Et je me fais cambrioler. Et ça, c'était juste après. Et là, on voit tous tes sacs. Ouais. Ça, c'est quand? Et 2020, après le premier confinement. Et heureusement, je n'étais pas là. En plus, c'était mon appartement étudiant, donc vraiment pas de chance. Et donc là, évidemment, appartement saccagé. Et puis, les petits bijoux, 2-3 trucs que j'avais de ma famille, mes sacs, mon double de clé de voiture. Donc voilà, plein de petits trucs. Et en fait, là, ce que j'avais vu notamment, c'était que donc l'expérience assurantielle était assez catastrophique. On paye quand même une assurance habitation et l'expérience est cata, c'est hyper administratif, c'est fastidieux, c'est long. J'avais été remboursée à peine 20% de la somme exactement qui avait été volée. J'avais trouvé ça mais injuste. Et comme j'ai grandi à Cannes, après j'étais chez ma mère et tout le monde me parlait de vol à l'arraché sur le fait que en fait ma cocotte, c'est bien, t'étais protégée mal mais protégée chez toi, mais par contre t'es pas protégée quand tu portes des pièces de luxe dans la rue, ce qui fait que t'as toujours une anxiété. On te donne un sac blanc quand tu sors d'une boutique, on te dit de pas mettre telle pièce dans le métro ou dans la rue, dans tel quartier, dans telle capitale. Et c'est vrai que je me dis, mais on a tous ce sentiment un peu d'anxiété de porter un diamant, une belle montre, etc., ou un beau sac. Et je trouvais ça injuste. Pourquoi on peut pas être protégé? Enfin, c'est une évidence. Et je me suis dit, mais pourquoi les marques l'offriraient pas gratuitement? Ça changerait quand même beaucoup les choses. Et de ces petites réflexions que j'avais, j'en ai parlé de manière hyper random à un copain à moi du master qui, lui, est suisse. Mais vraiment, à la fin de l'année, le laboratoire, j'en avais marre. Mon père me saoulait. Vraiment, j'en avais marre. Et à la fin, je suis allée voir le chair maître de HEC, qui est Jean-Paul Agon. Je lui ai dit, vous êtes L'Oréal. Voilà, moi, j'en ai marre. Prenez le projet. Et puis après, c'est passé plein de choses. Mais c'est pas tant le sujet. Mais vraiment, j'en avais marre. Et donc aujourd'hui, le laboratoire et en R&D, on finit pas mal de choses. On a dû redéposer de brevets, etc. Mais du coup, en parallèle de tout ça, des fois, les étoiles sont alignées. Donc, je parle de cette idée à Quentin. On est à San Francisco. On va visiter une cathédrale avant de prendre l'avion. Un voyage avec tout le master. Et je lui parle de ça. Et puis, comme il est suisse, il me dit, mais Lou, moi, je connais ça. Il avait eu une expérience comme ça d'un copain à lui. Puis, en fait, très sensible à l'horlogerie. Et il m'a dit, mais Lou, je pense que c'est une bonne idée. Pendant 1 heure, on est fou, on marche jusqu'à cette église. Et l'église, c'est la cathédrale Sainte Grace de San Francisco. On arrive là-bas, on a mis un cierge, on a dit, viens, on monte la boîte. Et aujourd'hui, ça s'appelle Grace. Et puis voilà. Donc, c'est ça l'origine. Ouais. Donc, c'est génial. Donc, en fait, tu as clairement identifié un besoin utilisateur. Tu en as été victime également. Et tu t'es dit, il y a vraiment quelque chose à faire. La première question à se poser, c'est pourquoi est-ce que les autres compagnies d'assurance ne sont jamais emparées de ce sujet, en fait? Parce que ça paraît assez évident, en fait, quelque part. Ouais, mais je pense que si on voit dans toutes les histoires un peu, même, tu vois, dans la joaillerie ou souvent, c'est parce qu'il t'est arrivé quelque chose et que quand t'es dans l'industrie, t'as souvent plein de biais T'as plein de biais. Je sais pas comment s'appelle ce type de biais, mais typiquement, moi, tu me dis de faire un truc dans la réglementation pharmaceutique, je vais te voir, mais 1 milliard de red flags.
Et du coup, souvent, le fait d'être hyper jeune, naïf, de absolument pas avoir... tu sais, t'as une phrase connue qui dit « ils pensaient que c'était impossible, mais enfin, un truc comme ça, mais ils le savaient pas, du coup, ils l'ont fait. Et il y a un peu ce côté-là, on connaissait rien à la régulation assurantielle, moi, je connaissais un peu le luxe de fait, mais ma spécialité, c'était quand même pas ça, ni la technologie. Et je sais pas si j'ai répondu à la question, mais... Si, non, mais complètement. Non, je disais, mais pourquoi est-ce que toi, tu as eu cette idée et pas les autres? Parce que même nous, on le voit bien, hein, nos clients, ça peut être un frein à l'achat. Comme tu dis, il y a beaucoup de valeur à l'arracher quand tu achètes des pièces qui sont extrêmement chères. Tu as envie de pouvoir être assuré et bien assuré. Donc, c'est vrai qu'on peut se dire, pourquoi est-ce que les compagnies d'assurance qui assurent des scooters, qui assurent n'importe quel bien, ne peuvent pas assurer correctement les bijoux, les sacs de valeur? Tu vois, je pense là-dedans, c'est que les assureurs pensaient à ce modèle depuis longtemps, mais même les marques. Hein. Ouais. Je pourrais te citer des maisons qui ont même lancé des modèles similaires dans les années 30. Ouais. Et en fait, il y avait une problématique, c'est que les assurances comprennent pas... C'est pas tant leur cœur de métier, le luxe. Souvent, ils comprennent pas l'expérience client. On peut pas attendre 8 semaines en moyenne pour avoir un remboursement dans le luxe. Et le luxe, c'est pas son job de faire de la gestion de sinistre. Et en même temps, pour que ça réponde aux deux attentes, il faut de la technologie pour que ce soit beaucoup plus performant, précis. Et donc, en fait, il fallait réunir les trois. Et souvent, un assureur, il comprend pas le luxe, il n'a pas les compétences. Il n'est pas ingénieur tech. Luxe, il n'y a pas les deux autres. Donc, en fait, nous, on était un peu là et on s'est dit, pourquoi pas. Donc, je pense que c'est peut-être ça. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes les seuls à proposer ça? Dans d'autres pays doivent proposer ça, quand même. Non, pour l'instant, on est les seuls. Il y a Audemars Piguet qui a lancé le coverage de service, qui est un modèle similaire. Et nous, on arrivait au même moment. Et on en a même d'ailleurs monté une boîte avec François-Henri Benamias par la suite. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais voilà. Qui est venu sur le podcast. Et justement, la taille de marché, tu l'estimes à combien? Attends, faudrait que je te ressorte mes BP. Hein. Mais pour le coup, on a une taille de marché qui est assez énorme. Parce qu'en fait, on va dire quoi, le marché aujourd'hui du luxe est à peu près estimé bientôt à 400 milliards. Donc, si tu regardes dans tout ça, t'imagines que tu vas prendre une petite part de service. C'est un marché qui est important. Ouais, on est d'accord. Au moment, donc, Grace, tu as cette idée donc, en 2020, c'est ça? Ouais, 2020. À peu près. 20, et quand est-ce que tu le crées de façon effective? Non, on le crée en 2022. 2022. Là, tu lèves des fonds tout de suite ou c'est après? On a une histoire assez dingue et qui est pas... de manière générale, ça se passe pas comme ça. Nous, ce qui s'est passé, c'est que donc, Quentin, mon associé, lui, pour le coup, c'est le leveur de fonds. Parce que tu as deux associés. Ouais. Tu as Quentin et Martin. Ouais, Quentin Roy et Martin Lenweiter, qui les deux donc, sont suisses. Martin et Quentin, ils ont fait tous les deux l'université de Saint-Gall. Donc, ils avaient tout cet univers-là. Quentin, ensuite, HEC. Et Martin, il a fait ce qu'on appelle le PFL, donc une école de tech, d'ingénieur. Et donc, Quentin, tu l'as rencontré à HEC. Et Martin, c'est un pote de Quentin. Ouais, indirectement, en gros. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc moi, j'avais plutôt un peu l'idée. Puis Quentin, c'est vraiment le stratège. Vraiment, c'est un génie sur énormément de choses. Et on est très, très opposés. Donc, hyper complémentaires. Opposés en termes de personnalité? À 100%. On est... lui, il est introverti. Lui, c'est la lune et moi, je suis le soleil. Je pense. Et Quentin, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup en profondeur, qui est très stratège. Il était tireur d'élite à l'armée en Suisse. Ouais. Donc, c'est vraiment quelqu'un de hyper stratège. Et moi, je suis plutôt action-réaction. Lui, c'est plutôt réflexion-action. Et puis, qui est un vrai matheux, vrai financier. Mais en même temps, qui a ce côté qui embarque aussi les gens. Et du coup, quand on était avec des fonds d'investissement, on avait notre idée. Littéralement, on a levé à peu près 2 millions d'euros sur un PowerPoint. Et on avait 24 ans et 26 ans. Ouais, c'est dingue. Donc, et ça, 4 mois après qu'on s'est dit, tiens... Ouais, c'est génial. Ouais. Et en plus, l'histoire est sympa parce que... Et ça, c'est un bon conseil que j'aurais peut-être aimé savoir à l'époque. Donc, souvent, quand on a une idée, on a envie de lever avec des business angels, ce qu'on a fait. Et en fait, c'est beaucoup plus dur de lever avec des BA, des business angels, que des fois avec des fonds. Parce que les business angels, souvent, c'est un peu leur argent ou du family office, mais le temps d'en embarquer 1, 2, 3, nous, on voulait lever 400 000 euros à peu près. Et les fonds d'investissement, ils marchent quand même beaucoup au FOMO. Et en fait, un de nos business angels a envoyé notre deck, sans qu'on le sache, à un fonds d'investissement spécialisé dans la fintech. Ils ont dit, ah là là, ça, c'est quand même très différent. Et un mois plus tard, ce qu'on appelle une term sheet, donc une intention d'investissement.
Et souvent, il y a des fonds qui sont leaders et d'autres qui sont followers. Et ils se parlent beaucoup, beaucoup entre eux. Ils ont mis la term sheet et ensuite, on avait toute la place parisienne au niveau des fonds qui sont venus. On avait, entre guillemets, plus qu'à choisir. Faut trouver les bons investisseurs parce qu'ils te suivent après. Donc, faut vraiment, je pense que vous le savez, côté PVR, vraiment qui nous aide bien. Il faut vraiment faire attention à ça. Et Quentin, voilà, c'est lui qui a fait toutes les levées de fonds. La deuxième aussi de 4,5 millions qu'on a fait un an plus tard. C'est lui qui gère un peu tout ça et heureusement, voilà. Et justement, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut lever des fonds? Parce que franchement, lever des fonds comme ça, from scratch, sur un PowerPoint, nous aussi, on l'a fait. Ouais. Mais c'est quand même rarissime, hein. Surtout maintenant, aujourd'hui. Alors, les temps ont quand même un peu changé. Quel conseil tu donnerais justement là à quelqu'un qui nous écoute, qui a une super idée et qui veut lever des fonds et tout? Alors, je pense qu'il faut comprendre les intérêts d'un fonds. C'est clair. Ils ont, par exemple, il y en a, ils n'aiment pas investir dans les familles ou dans les couples. Mais c'est pas pourtant qu'ils vont pas investir. Il y a des facteurs de risque. Par contre, il y a des facteurs, des critères un peu obligatoires. Il faut évidemment que tu aies une bonne idée, mais il faut surtout que tu aies une équipe. Et l'équipe, faut que les personnes soient évidemment inspirantes et qu'on voit qu'il y ait la résilience chez la personne. Et c'est vrai que des fois, les problématiques, notamment dans la tech, ce sont des ingénieurs qui sont pas du tout commerciaux. Tu vas avoir des fois une idée de génie, mais si tu sais pas la vendre, tu n'arrives pas à faire transpirer la vision que tu as, c'est plus compliqué. Malgré que ça se peut, c'est des boîtes qui feraient beaucoup plus que ça. C'est pour ça peut-être qu'il y a certaines boîtes qui crachent. Mais je pense que c'est important de la complémentarité, savoir qu'on a une bonne équipe, évidemment une bonne idée. Mais si t'as pas une bonne idée et que t'as une bonne équipe, tu peux faire quelque chose. Et d'ailleurs, de temps en temps, c'est plus facile quand même, je vais me contredire, mais de temps en temps, c'est plus facile aussi de lever sur un PowerPoint parce que si ton BP est bien construit, si tu as un vrai marché, si tu t'exprimes bien, que tu es hyper commercial et tout, ça donne beaucoup d'espoir en tout cas. Alors que quand tu lèves après un an, tout le monde regarde tout de suite les financials, les chiffres, etc. Donc tu peux peut-être avoir des valeurs encore plus importantes. Ouais, surtout dans la tech. Ouais. Surtout dans la tech. Quand après, tu as tes finances. C'est d'ailleurs aussi un conseil, c'était Quentin qui me le disait tout le temps, il avait tellement raison. On aurait pu être valorisé beaucoup plus. Et Quentin, il était non. Il faut qu'on soit propre parce que si tu es trop valorisé, après, tu peux pas. En fait, ça te bloque pour les levées d'après. Il a complètement raison. Ouais. Il a totalement. Il faut des fois mettre un peu son ego de côté et on n'est pas à la course de qui va lever le plus d'argent. Mais je suis 100% d'accord avec ce qu'il dit. Et alors justement, au niveau des investisseurs qui sont rentrés au capital, est-ce que tu as eu un corporate ou pas, en assurance ou pas pour vous aider ou pas? Non, surtout pas. Enfin, surtout pas, non. C'était pas plutôt des fonds spécialisés dans finance, etc. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement de Grace, du business model, et quelle est la valeur, même si je pense que les gens ont compris, mais quelle est la valeur ajoutée justement de Grace? Comment est-ce que tu vends ça justement à tes clients? Alors, donc le business model de Grace, donc c'est assez simple. Donc nous, par exemple, on a lancé avec Messica et d'autres maisons. Donc l'idée, c'est que les pièces que l'on achète au sein de la maison, elles sont protégées contre le vol gratuitement. Et ça va permettre donc à la cliente ou au client de la porter en toute sérénité partout dans le monde, protégée chez soi ou lors des cambriolages. Et en fait, c'est le fait de dire que aujourd'hui, on va offrir tous des produits exceptionnels, mais le service est de plus en plus important, surtout dans un moment où le rapport qualité-prix est pas mal remis en question. Et les clients, ils en ont un peu marre et ils veulent des services en plus. Ils veulent des expériences extraordinaires, ils veulent être considérés et ils veulent des services qui font la différence. Et donc, quand on offre ce genre de choses, c'est bien, mais ça peut pas être un nice to have. Donc, qu'est-ce qu'on peut vraiment offrir aux clients? Ça, c'est indéniable. Un service exceptionnel qui est gratuit et quelques jours dans la même semaine, il t'arrive quoi que ce soit, tu fais ta déclaration quelques minutes, couleur de la maison, tu n'y vois que du feu et tu reviens dans la maison et tu peux réinvestir exactement la même somme perdue dans la marque. Donc, souvent, tu fais de l'upsell. Donc, c'est quand même assez pertinent. Et du cross-sell, puis tu es tellement en fait émotionnel. Tu investis beaucoup plus, tu as un client beaucoup plus engagé, bouche à oreille, etc. Donc, c'est assez fort. Et ensuite, pour les marques, typiquement, il y a plusieurs avantages. Évidemment, c'est de la réassurance dans le parcours d'achat. Donc, forcément, tu vas aider c'est un levier commercial, encore plus concurrentiel dans certains marchés. Ensuite, on va récolter de la donnée client. Ça, c'est indéniable. Donc, quand tu es des partenaires ou juste tout simplement ton client s'il ne veut pas te le donner. Et ça, c'est très clé. On va aider aussi la marque à donner de l'intelligence dans cette donnée.
qu'on va te donner. Donc, ça m'a permis à la marque d'avoir une utilité de ça. Et puis après, elle fait son job avec son CRM, hein, mais voilà. Justement, pour rebondir là-dessus, il y a beaucoup de marques, pour les auditeurs, qui se développent via wholesale, donc via des distributeurs, en fait, qui sont propriétaires du stock de la maison de luxe. Et en fait, la maison de luxe n'a pas accès, en fait, aux données du client, qui sont quand même, entre guillemets, de leur noir, pour vraiment comprendre qui est mon client et adapter justement sa stratégie au regard de ce client qu'il ne connaît pas forcément. Et donc là, grâce à Grace, en fait, il va avoir accès à ces données-là. Oui, mais pour plein de raisons différentes. Par exemple, quand on travaille avec des multimarques, c'est leurs clients. Donc l'intérêt n'est pas forcément de prendre la data client, pas du tout. Mais c'est plutôt de dire, bon, bah voilà, on va vous offrir un service commercial qu'on va prendre à notre charge en grande partie. Et après, si on peut avoir plutôt une communication qui est plus uniforme, c'est quand même pas mal. Et après, c'est aux maisons d'être clean et de pas aller parler aux clients. Et souvent, c'est ce qu'elles doivent faire parce que sinon, les retailers c'est pas faire pour eux. Donc c'est plutôt... C'est de la connaissance client. Voilà, c'est surtout de la connaissance client. Et après, c'est comment ils travaillent en bonne intelligence avec leur multimarque ou leur franchise. Comment est-ce que vous distinguez, en fait, un vol d'une fraude ? Ah, alors bonne question. C'est même dans toutes les assurances, hein, j'imagine. Mais Alors déjà, fun fact, les Français sont les plus frauduleux au monde. Alors ça, justement, c'est mon troisième associé, enfin mon deuxième associé, Martin, où l'idée, c'était de créer des protocoles sur l'analyse antifraude qui soit fort. Donc forcément, on est à l'heure de l'IA, donc le digital et l'IA, c'était un peu une condition sine qua non. Mais en fait, on va analyser donc les sinistres avec autant des experts en interne chez nous et qu'avec justement le digital qui est un vrai outil assez extraordinaire. On a toute une liste de checkpoints qu'on va... Oui, c'est ça, on a toute une liste qu'on va valider à chaque incident qui arrive. Et ensuite, on a aussi un modèle qui réduit drastiquement la fraude parce que, en fait, on protège 100% des clients au lieu de, si le client demain devait acheter une pièce, et ben là, la nuance, c'est que c'est des personnes soit frauduleuses, soit très risquées. Donc, les primes sont très chères et le taux de fraude est aussi. Nous, on mélange tout le monde. Donc, ça permet aussi de réduire le risque. Voilà. Et vous réassurez derrière ? Vous avez également une assurance derrière ou pas Ouais. Ouais. Donc, en fait, on va aller protéger la marque de ce que ça lui incombe d'aller rembourser une nouvelle pièce. Donc, souvent, il y a des assureurs derrière. Et après, on a aussi tout le service pour la maison. Voilà. Très clair. Mais par contre, je tiens à le dire, c'est un service de protection pour le client. Ouais. La marque, elle, peut être assurée. Ouais. Mais par contre, c'est pas une assurance pour le client. Parce qu'il ne paye pas, notamment. Oui, c'est une protection embarquée. Exactement. C'était le terme, justement, juridique que tu utilisais. On a parlé tout à l'heure de tes associés, là, Quentin et Martin. Aujourd'hui, vous êtes combien de personnes on est un peu moins de 25. Ah ouais, donc ça a vachement augmenté. Au niveau des levées de fonds, tu as fait une première levée donc lors de la création à 2 millions. Et là, tu as fait une autre levée beaucoup plus importante, c'est ça ? Oui, au total 6. 6, donc 2 plus 4 ? Ouais, en gros. Et au niveau de la gouvernance d'entreprise, en fait, quels sont tes board members ? Et c'est quoi pour toi un bon board member ? Qu'est-ce que tu attends, en fait, de ton board ? Alors, je pense que Quentin aurait aimé répondre à la question. En fait, on avait quelques board members au début. Aujourd'hui, on a juste nos 2 fonds lead et Quentin et moi. Tu peux donner les noms des fonds Oui, bien sûr. C'est Speed Invest et FinTech Collective qui sont les 2 fonds lead des 2 tours de table. Après, on en a eu d'autres, Kima, de Xavier Niel, First Minute Capital. Voilà. Vraiment, vraiment des fonds. Et en fait, un board... Je pense que quand tu es une grosse société où vraiment que tu as besoin de personnes qui peuvent pas être opérationnelles mais qui sont très bons, qui ont vraiment un vrai bagage et qui sont très très bons en exécutif, ça peut être très bien d'avoir des board members. Après, je conseillerais plutôt d'avoir, assez difficile, mais des board members qui travaillent, qui sont dans les compagnies, etc. Parce qu'ils savent ce que c'est, ils sont pas reposés sur leur laurier à faire...
Mais je sais pas, parce que nous, finalement, en fait, on a préféré... on avait une personne à l'époque et on a préféré... parce qu'on se disait, ça peut nous aider, ça peut être un avantage, ça peut être une voix en plus. La réalité, en fait, c'est qu'ils te donnent toujours des bons conseils parce qu'eux l'ont fait, mais savent pas ce que toi, tu fais. Ouais, bien sûr. Donc, en fait, la réalité, c'est que les conseils sont bons à entendre, ils sont pas tous bons à prendre. Et nos fonds d'investissement nous sont déjà assez présents. Ils te disent pas forcément tout ce que tu as envie d'entendre. Mais en tout cas, je sais que nous, on s'entend très bien avec eux. Et ils nous ont permis, des fois, on s'est pris un peu des claques. Et ça nous a... En tout cas, moi, personnellement, ça m'a... toi, de base, je suis pas commerciale et je suis pharmacien. Donc, des fois, il faut se remettre en question. Qu'est-ce que tu fais bien? Comment tu arrives à mieux structurer ta boîte? T'as jamais bossé avant? T'es sûr que ça, tu fais pas bien ou bien? Ils te font des intros aussi à de très, très bonnes personnes. On va plutôt avoir des advisors, en fait, de très très bonne qualité, qu'on sollicite beaucoup, autant dans côté assurance, côté tech, côté luxe, que d'avoir vraiment des board members. Parce que c'est vrai que c'est votre premier... toi, tu avais fondé ta biotech, mais vous êtes 3 associés, donc hyper jeunes, c'est ça? Donc c'est votre premier... Pré-job. Job, quoi. Ouais. Première fiche de paye, c'est moi qui l'ai signé. Dans la vie active, quoi. Ouais. Donc, c'est fou. Et donc, là, aujourd'hui, vous managez donc 25 personnes. Est-ce que c'est, entre guillemets, facile ou pas? Est-ce que vous êtes coaché? Est-ce que, justement, tu vois, comment est-ce que ça se passe? Puis j'imagine que tu manages des personnes qui, à mon avis, sont aussi beaucoup plus âgées que toi également. Comment est-ce que tu gères ça? Est-ce que c'est assez facile parce que c'est inné et que tu as une personnalité qui... En effet, on voit que tu sais ce que tu veux, puis en même temps, tu m'as l'air hyper bienveillante. Donc, à mon avis, tu dois être quand même une très bonne manager. Mais c'est pas forcément le cas de tout le monde, tu vois. C'est pas forcément évident de passer de 0 à 25 et d'être aussi jeune. Ouais. En fait, déjà, on apprend et on fait plein d'erreurs. Par exemple, on a notre chief of staff, Hugo, qui lui avant était au BCG et je trouve qu'il a un talent managérial. Mais moi, des fois, j'ai l'impression qu'il me manage, qu'il me fait des feedbacks. Je trouve ça hyper intéressant. Nous, on a fait notre culture d'entreprise qu'avant, évidemment, on n'a jamais pensé le faire. Et en fait, aujourd'hui, les valeurs, qu'est-ce qu'on veut pas, etc., c'est hyper important. Et on est assez... Nous, par exemple, on est très cash. On se dit les choses. Il y en a certains que ça... Au début, ils disaient, mais vous parlez comme ça. On se parle bien, hein, on sait pas... On se parle, mais en fait, on fait pas de politique ou de manière. Ouais. Ça, ce que tu as dit, c'était pas bien, en fait. Il fallait faire ça. Ouais. Okay. Mais du coup, il n'y a pas de susceptibilité. Ouais, c'est bien. Donc, en fait, on se dit vraiment les choses. On parle beaucoup entre nous, on réfléchit beaucoup à 3 ou à 4. Et donc, sur le côté vraiment du management, moi, j'aime pas manager. Enfin, vraiment, c'est un plaisir de bosser avec des personnes qui sont hyper indépendantes, qui comprennent ce qu'ils doivent faire. Mais en fait, et je pense que vous, c'est pareil, je n'ai pas le temps de passer ma vie à te dire quoi, qui, comment. C'est plutôt, voilà ce qu'il faut faire, bien, pas bien, et puis aider les personnes à s'améliorer. Et c'est vrai que moi, je suis pas du tout perfectionniste. J'aime quand ça va vite et que voilà. Mais par exemple, Quentin, il m'a aidé à me structurer ma pensée. Il m'avait fait tout un protocole pour structurer ma pensée qui m'a énormément aidé. Vous avez fait des tests de personnalité ou pas? Tu sais, genre le disque avec les couleurs et tout. Ouais. Toi, t'es genre jaune et rouge. Je sais plus. Moi, c'est bleu. Moi, je suis le protagoniste là dans les 16 personnalités. Mais ouais, j'ai le code. On l'a fait il y a pas longtemps. Ouais. Mais c'est bien d'avoir des personnalités hyper complémentaires et d'arriver justement à les déchiffrer, tu vois, pour pouvoir justement ajuster aussi un peu son... Et pour répondre, tu vois, un peu à ta question de les coachs, etc. Tu vois, par exemple, moi, j'ai pris des coachs en sales qui m'ont aidé pour voir là où j'étais forte, là où j'étais moins forte. À un moment, même Quentin aussi et moi, on avait pris des coachs un peu juste pour nous aider un peu de voir comment on peut être, etc. Après, t'aimes ou t'aimes pas. Mais aussi un truc qu'on sous-estime. Moi, Quentin, c'est mon coach sur énormément de choses. Martin aussi. On s'apprend tous beaucoup de choses. Donc, comme je te disais, moi, j'étais moins structurée. Donc, en fait, d'être plus straight, donc je les ai aidés là-dessus. Quentin, des fois, le côté peut-être un peu plus relationnel. D'être un... Toi, t'es quand même vachement commercial aussi. Oui, moi oui, mais par exemple, lui ou Martin, c'est lui qui gère une équipe d'une dizaine d'ingénieurs, donc c'est lui qui manage. Et lui, pour le coup, pareil, il a dû apprendre tout seul à comment je manage des équipes. Quentin, en fait, comme il avait fait l'armée, il savait ce que c'était en fait de gérer une troupe, bien sûr. d'être dur et de faire progresser, d'emmener les gens. Donc là-dessus, il est très très fort. Je dirais que c'est vraiment le vrai bon manager avec Martin. Et moi, je suis plutôt, je pense, le côté un peu plus visionnaire, quoi. Okay. Je pense.
Et donc là, Grace, ça s'est vraiment là, développé. Comment tu vois Grace dans 5 ans, dans 10 ans? C'est quoi vos objectifs là? On dirait un fonds d'investissement qui nous parle. Mais c'est que j'ai un background en fusion-acquisition, Ouais, c'est pour ça. Voilà. Alors là, nous, on veut... Déjà, c'est instaurer une nouvelle norme. On est totalement persuadé que demain, le luxe sera vraiment beaucoup plus service-centrique que product-centrique. Donc, en tout ce qui est lié au client et à l'expérience. Et on pense, et on en est assez convaincu que ce sera une norme. Avant, tu n'avais pas d'extension de garantie. Aujourd'hui, tu n'as pas une marque qui n'en fait pas. Pardon. Et donc, pour moi, vraiment, c'est le fait qu'aujourd'hui, Grace soit une norme vraiment adoptée par la joaillerie, l'horlogerie et par exemple la maroquinerie. Et aussi, on se rend compte que notamment, pour nous, c'est que le début. C'est vraiment, en fait, on est ce qu'on appelle une infrastructure sur le post-purchase. En fait, on est vraiment une machine de tech qu'on va se plugger sur la maison. Et en fait, dans le post-purchase, tu peux faire beaucoup de choses. La protection, c'est que le début. Ouais, bien sûr. Il y a beaucoup tu peux ajouter beaucoup de services qui ont du sens, pareil, qui sont vraiment pas nice, tu vois, vraiment qui sont un vrai levier. Et aussi, la data, mettre de l'intelligence, pas faire un énième dashboard à une marque. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus cohérent aussi là-dessus? On peut aussi aider sur la fraude. Il y a beaucoup de choses en fait qu'on peut faire. Donc l'idée, c'est vraiment d'être l'acteur demain de l'infrastructure du post-purchase. Ouais. Ok, super intéressant. Et est-ce que justement, aujourd'hui, tu as des nouveaux entrants qui viennent d'arriver là sur le marché pour faire ce que vous êtes en train de faire? Non. On n'a pas vu encore. Non, on en a qui font de l'assurance où le client paye, mais c'est pas notre modèle. Okay. On n'est pas non plus pour l'instant pour la seconde main. C'est pas du tout le même type de client, de modèle, de fraude, etc. Donc c'est pas vraiment ce qu'on a envie de faire. Et après, j'espère qu'il y aura des concurrents parce que c'est bon signe. C'est bon signe, c'est clair. Mais moi, mon job, c'était vraiment de parler avec toutes les maisons, que toutes les maisons au niveau aussi level nous connaissent. Et puis après, le jour où elles sont prêtes à enclencher, ils nous connaissent. Et c'est là où tu es hyper smart et que tu fais très, très bien ton job parce que justement, grâce au podcast du luxe, tu parles à tous les C-level des maisons de luxe. C'est juste génial. Donc, en fait, la création du podcast de luxe, pour toi, c'était aussi c'est un nouveau canal d'acquisition client. À l'origine, c'est vraiment ça. Ou c'est aussi cette appétence que tu as depuis le départ pour le luxe, des rencontres. Tu t'es dit, tiens, je vais faire mon podcast et puis ça me permet également d'avoir une bonne acquisition client. Ouais, c'est plutôt la deuxième option. Même si je suis assez, je pense, commerciale, je suis pas du tout... Des fois, j'ai l'impression de pas du tout être business. Vraiment, vous pouvez pas payer, mais je paye pour vous. Donc, des fois, je me dis, vraiment, c'est pas bien. Donc, en fait, c'était plutôt parti de base d'un fait que, effectivement, donc on est un peu jeune. Et j'aime beaucoup les podcasts. Je suis plutôt podcast que livre. Et j'en écoutais énormément sur la vie des entrepreneurs, des maisons et autres. Et je trouvais ça dingue que les personnes avec qui je parlais au quotidien ou que je voulais absolument rencontrer, je trouvais 0 podcast d'eux. Et je trouvais ça dingue parce qu'en fait, c'est des personnes tellement intéressantes. Et l'interview de 20 minutes, c'est creux. Et un article dans un journal, si t'as pas le journal ou Internet, tu retrouves pas trop. Donc... Et comme j'écoutais beaucoup de podcasts, je me suis dit, mais pourquoi il n'y a pas de podcast avec des CEO qui racontent pendant 1h30 leur vie, des dirigeants, des grands noms du luxe, vraiment transmettre. En fait, l'industrie du luxe, c'est la transmission. Et eux-mêmes, ils transmettent pas tant leur savoir-faire aussi business, qui est aussi incroyable que le savoir-faire de faire une bague dans la joaillerie. Et donc, par les rencontres de Grace, il y en avait quelques-uns avec qui je m'entendais très bien. Et donc j'en ai demandé à quelques-uns, ils m'ont dit ok, vas-y, why not, c'est toi, on a confiance en toi et puis ce sera différent, donc pourquoi pas. Et puis du coup j'étais une carte de son, de micro et puis let's go. Et je me rappelle, j'avais peur d'en parler à Quentin parce que je me suis dit, il va dire c'est quoi encore cette idée. Et en fait c'est lui qui m'a dit, mais Lou, en fait c'est une super bonne idée. Ça pourra apporter la crédibilité parce que tu adores le luxe. Mais moi, si je fais un post LinkedIn, on va dire, OK, c'est quoi cette pharmacienne qui parle? Donc, il n'y avait pas d'intérêt. Et c'est un de mes investisseurs qui m'avait dit, mais écoute, effectivement, en plus, tu as un intérêt commercial. Tu te rends pas compte, mais tu rencontreras aussi des maisons. Et voilà, donc en fait, c'est un donnant-donnant. Puis, les auditeurs aujourd'hui qui écoutent le podcast du luxe à Carton, tu vas nous donner des chiffres également. Donc, tu rencontres en effet tous les C-level qui permettent de parler justement de Grace. Et également, les personnes qui écoutent, il y en a beaucoup du secteur du luxe également.
hein. Donc, j'imagine que tu as beaucoup de clients, en tout cas de prospects, qui t'ont découvert grâce au podcast du luxe. Ouais. Et puis et en plus, c'est une passion, t'adores. Donc, ouais, moi j'adore parler. Donc... C'est génial. Donc, non. Puis je suis toujours fascinée par les personnes, leur vie. Je trouve que c'est hyper nourrissant. Et ouais, non, le podcast, en gros, on l'a lancé en septembre, il y a un an. Il y a un peu plus d'un an. Et ça, j'en ai sorti un toutes les semaines avec des grands noms, patron de Tagueilleur, Chaumet, du groupe Rémi Cointreau, etc. Un des anciens, entre guillemets, numéro 2 d'LVMH, Philippe Pascal, qui est un pionnier dans l'industrie et que personne ne connaît, alors qu'en fait, ne connaît plus parce qu'il est plus depuis 10 années. Donc, d'avoir des récits assez dingues comme ça, j'étais hyper contente. Et en fait, ça a très, très vite pris. Notamment, on avait l'épisode avec Bénédicte Épinay. On a fait 1 million de vues sur Instagram. Donc, ça a aidé. LinkedIn aussi aide pas mal. Et aujourd'hui, du coup, en tout cas, l'année dernière, on était top 120 Spotify en France. Donc, c'est quand même pas mal. Et aujourd'hui, là, on est dans le top 5%. Donc, c'est à peu près l'équivalent, je pense. Voilà. Non, c'est vraiment super. Et en effet, moi aussi, j'écoute pas mal de podcasts et je trouve que tes podcasts sont vraiment super intéressants. Et on apprend plein de choses en plus. C'est un peu différent la manière dont tu le traites. Je trouve que tu abordes un peu tous les points et tous les sujets, mais c'est aussi business. Pour les personnes qui adorent le luxe, je trouve que c'est vraiment aussi passionnant. Donc, c'est des belles histoires. Et parmi tous les invités que tu as pu avoir, est-ce que tu as un chouchou ou pas? Ce qui ne veut pas dire que tu n'aimes pas les autres. Hein, mais est-ce que tu as quelqu'un qui t'a particulièrement marqué? J'en ai 2. Vas-y. Et vraiment, je dis pas ça parce qu'on a lancé Messika Serenity, mais vraiment, j'ai adoré l'histoire de Messika parce que c'est une histoire d'amour, en même temps d'amitié, de famille. Et moi, je me retrouvais pas mal là-dedans. Je me dis, j'espère peut-être qu'un jour, j'aurai une histoire aussi comme ça. Et j'avais adoré toute l'histoire, en fait. Et qu'en plus, Jean-Baptiste, donc le CEO, parle peu, beaucoup moins que sa femme. Et j'ai découvert tellement de trucs dingues et la passion et en fait, la sincérité. J'ai trouvé ça extraordinaire et c'est pour ça que j'ai hâte aussi quand on fera l'autre. Parce que l'histoire de famille, tu vois, moi j'aime bien le fait que vous êtes là. Je crois que c'est la 7e génération, non? 7e, ouais. Ouais, tu vois, 7e génération. Je me rappelle quand tu avais dit, toi, que tu t'es endetté, allez hop, on reprend et go et on lâche tout. Enfin, excuse-moi, même si t'es une femme, faut en avoir pour y aller aussi. C'est plein de risques et j'adore ces histoires. C'est des histoires qu'on raconte. Ouais. Donc ça, j'ai adoré et j'aime beaucoup aussi Antoine Pain, qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. T'en as pas beaucoup des CEO où t'as les équipes qui pleurent quand il part. Ouais. Je connais sa femme, etc. Enfin, c'est quelqu'un d'assez très lumineux et qui est hyper humble et qui est brillant, mais sincèrement brillant. En tout cas, à mon échelle, je trouve. Et j'ai beaucoup aimé son histoire et cet épisode a très, très bien marché aussi. Et ton invité rêvé aujourd'hui que t'aimerais trouver? Ouais. Bernard Arnault. Ouais, mais en fait... il faudra que tu le vois là. Ouais, je sais, j'aurais pas le choix. Par contre, j'avoue, j'aimerais beaucoup avoir Monsieur François Pinault. Ah ouais. Parce que j'aime beaucoup le côté méritocrate. Ah ouais. D'être parti de rien, absolument toute cette industrie, d'avoir réussi une transmission à son fils. C'est impressionnant. Ce qui est très rare de réussir une transmission, surtout pareil à la première génération, la deuxième du coup. Donc ça j'adorerais. Ouais, c'est assez. Donc si jamais ils nous écoutent, mais ouais. Non, je suis d'accord. C'est une histoire qui est absolument extraordinaire et on n'entend pas beaucoup. Hein. Et familiale, c'est des génies. J'aime beaucoup. C'est vrai que maintenant, en plus, comme t'es dans le luxe, t'es passionné par le luxe, et puis tu rencontres que des personnes qui bossent dans le luxe, tous secteurs confondus. Donc, j'imagine que maintenant, t'as quand même une très bonne connaissance du secteur du luxe. Quels sont pour toi les challenges, en fait, du luxe aujourd'hui? Donc, aussi bien, d'ailleurs, tu parlais d'expérience tout à l'heure, on va parler d'IA, digital, innovation, et puis aussi le sujet d'éco-responsabilité qui comme tu sais, est très important pour moi aussi. Voilà. En fait, je pense que donc l'industrie, le luxe aujourd'hui, c'est une industrie qui a donc beaucoup scale. C'est énormément étendu, etc. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un peu dans le marketing le fameux océan rouge. Tu as de tout pour tout le monde et même beaucoup trop, avec un luxe qui
qui a des fois perdu, je pense, un peu le côté essentiel. Ce sont des énormes paquebots, des machines. Moi, j'adore regarder les défilés. Il y a des choses que je trouve extraordinaires. Ils ont des moyens de dingue. Et je trouve ça génial qu'on puisse avoir des pièces aussi extraordinaires, même dans des maisons qui font plusieurs milliards. Mais pour autant, c'est difficile donc de garder ce que tu avais à l'époque tu pouvais aller justement dans ta boutique, d'avoir cette relation avec la maison, d'avoir des fois des pièces extraordinaires et d'avoir juste de l'humain, une relation. Et on le voit avec le digital, ça a beaucoup de bien, encore plus l'IA, etc. Et aujourd'hui, le problème des marques, c'est de connaître son client. Quand tu as je sais pas combien de clients qui arrivent dans un Hermès tous les jours, tu as envie d'être appelé bonjour Madame Dana. Tu pas envie de bonjour vous êtes. Il manque le côté des fois un peu hospitalier et c'est dur pour une marque. Comment elle fait Mais c'est difficile. Et en fait, je pense que le luxe redonnera la valeur qu'elle a. Vraiment, c'est de prendre le temps d'expliquer ce qu'est vraiment la maison. Demain, tu vas chez Louis Vuitton, on va pas t'expliquer l'histoire de la marque. Alors qu'en fait, c'est assez extraordinaire leur parcours. Donc, tu vas avoir un peu des éléments culturels ou artistiques, mais prendre du temps, connaître la marque, connaître donc ton client. Et donc, pour moi, le challenge, c'est de mieux connaître ton client et de créer une relation qui est sincère et qui n'est pas commerciale. Ouais, sachant que, entre guillemets, quand tu es une boîte qui a plus petite échelle, plus de taille humaine, c'est entre guillemets relativement facile. Mais quand tu viens d'une très, très grosse boîte, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus compliqué. C'est un vrai challenge. Et il y a cette notion, justement, d'expérience, retour à l'expérience. On fait que de parler d'expérience. Et c'est vrai que le marché du luxe, et pour le moment, il est assez atone, sauf dans tout ce qui est expérientiel. Et la joaillerie également est un marché qui est en croissance, mais c'est parce qu'on parle d'émotion, on parle de quelque chose de très personnel, qui se transmet, qui est durable. Comment on crée justement de l'expérience ? Tu vois, il y a un épisode que j'avais beaucoup aimé, que j'avais fait avec le patron du Crayon, Vincent Billard. Et en fait, le crayon, les petites clés d'or, l'art du détail à l'extrême, ça fait justement l'expérience. L'expérience, c'est quelque chose ça veut dire que quelque chose que tu as vécu. Et il faut forcément que ça te marque. Si c'est quelque chose de hyper random, tu t'en souviens pas. Donc, il faut que ça te marque. Et ça, je pense que c'est vraiment ce qui est important. Si tu me redis la question. Oui, c'est ça. C'est ça. Je suis plus sûre là d'avoir répondu à la question. Non, c'était sur l'expérience et comment tu crées justement l'expérience. Mais quelque part, avec Grace, tu crées aussi cette expérience, puisque toi, tu as une expérience absolument affreuse. Quand tu t'es fait voler tes sacs, tu as dû répondre à 1 milliard de questionnaires avec des personnes pas très sympathiques à l'autre bout du téléphone qui s'en fichaient complètement pour finalement être remboursé 20% au bout de 6 mois. Donc vraiment une expérience pourrie. Alors que là, ton idée aussi, c'est de créer une expérience pour le coup qui est hyper réussie. C'est comme un peu, tu sais, les SAV. Nous, on a très peu de SAV, mais quand on a un SAV, vraiment, on est toujours. C'est des choses qui peuvent arriver. C'est quelque chose. On est toujours très gêné vis-à-vis du client et de la cliente. Donc, on fait en sorte que l'expérience SAV soit extraordinaire. Et donc, quelque part, tu fidélises encore plus un client. Nous, ça nous arrive vraiment d'avoir des clients, voilà, un SAV. On a eu des expériences pas très agréables, notamment avec très belle bague Ginko Nacre qu'on a complètement refaite et tout. Voilà, où la pétale était tombée. La dame arrive en disant je suis vraiment pas contente, j'ai une pétale qui est tombée, et puis elle la pose sur la table. Et là, il y a la deuxième qui tombe, tu vois, genre la grosse honte. On savait plus du tout où se foutre. Et on était vraiment hyper gênés. Elle était vraiment très, très énervée. On la comprenait. Mais alors, on l'a complètement suivie. Elle a une telle expérience. Tu l'as fait payer ? Elle a une telle expérience. Tu l'as pas fait payer. Ah, mais bien sûr que non. Alors, déjà, on a tout remplacé. On a dit qu'on allait sortir toutes les bijoux. On a tout refait, tout revu et tout. Et en revanche, elle a eu une telle expérience qu'en fait, après, elle a acheté beaucoup plus, tu vois. Bien sûr. Mais non, mais 100% dans le créneau. Important. Moi, j'ai des clients qui me disent une pierre qui est tombée, ça peut arriver, une grande maison de la place Vendôme. Et en fait, 6 mois après, il n'y a toujours rien, quoi. Tu vois, parce que c'est aussi les très grosses boîtes avec 1 milliard de process différents et tout. Et le client, il n'est pas content, il attend pendant des heures. Le client n'est pas content et tu as perdu un client. Donc, on sait que le recrutement d'un client est beaucoup plus cher que de le fidéliser. Donc, c'est vraiment con. Voilà. Ouais, et c'est vrai que justement, donc, la pré-achat, c'est un levier mais majeur.
Enfin, c'est assez dingue. Et des trucs tout bêtes où, bah oui, t'attends 3-4 mois, t'as aucune visibilité sur ta pièce, t'es dégoûté. Et puis, moi, je me rappelle, fallait payer. Tu dois payer pour rénover un sac. Bon, après, c'est encore moi, mais je trouve que c'est pas normal. Même quand c'est vintage, et oui, c'est de la rénovation, ça coûte de l'argent, mais ouais, mais enfin, ça fait partie du patrimoine de la marque. Donc c'est un peu des petites choses où, des fois, la maison, par exemple, dans le cas de Audemars Piguet, de ce que me disaient notamment certains, voilà, de ce qu'on avait pu savoir, c'était que il y avait des clients qui se disaient, mais est-ce que peut-être la marque doit pas être remise en question? On peut pas porter une Patek, une Rolex, une Audemars. Où est la responsabilité de la marque? Et donc, Audemars, ils ont été très forts et ils ont dit, écoutez, aujourd'hui, les clients, les seuls montres qu'ils portent quand ils sont notamment en Europe ou aux US, bien souvent, c'est une Audemars. Donc, c'est FHB qui a lancé... Peut-être dans le podcast. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de la sustainability, donc tout ce qui est l'éco-responsabilité dans le luxe? Est-ce que tu penses que c'est un marché qui est en croissance? Est-ce que tu penses que tu as des clients qui vraiment recherchent avant tout, en premier critère nécessaire mais pas suffisant, l'éco-responsabilité, puis ensuite ils vont acheter s'ils aiment le produit? Ou tu crois pas trop? Vu que tu es en plus très jeune, c'est intéressant. Je pense que ça dépend le type de clientèle. La génération, la mienne, Gen Z, c'est hyper important de ne pas être biaisé. D'avoir, tu sais, par exemple, nous, on utilise tous Yuka pour ce que tu manges, pour les crèmes de cosméto. On veut savoir ce qu'il y a dedans et on fait beaucoup moins confiance aux marques qu'à l'époque. Et on consomme aussi beaucoup plus, malgré tout. Donc, on a aussi, je pense, il y a des paradoxes, en fait. Vous faites beaucoup plus attention, mais en même temps, il y a toujours quand même un peu cette surconsommation. On regarde les réseaux sociaux, t'as des pop-up tout le temps, t'es hyper distrait comparé à avant, donc je pense d'ailleurs on est un peu moins concentré, mais tout le temps, donc ce qui a sûrement, j'imagine, beaucoup de bien et aussi beaucoup de moins bien. Et dans le cas du RSE pour le luxe, je pense que de base, une bonne maison doit être RSE de fait, parce que le luxe est censé être à la main, plutôt responsable. Et aujourd'hui, même si tu fais de gros volumes, il faut faire ça dans vraiment l'art de l'art. Et si ça, tu le fais de manière consciencieuse, etc., avec les meilleurs matériaux au monde, c'est bien. Après, la question du volume, ce sera toujours une question. Mais après, c'est bon, t'as pas d'industrie, t'as personne qui mange. Donc, je pense que les marques doivent être consciencieuses d'utiliser des bonnes matières. Et tu vois, typiquement, moi, un truc que j'aime beaucoup chez Vever, et je suis étonnée que les marques ne le font pas autant, c'est justement d'utiliser des diamants recyclés, en fait. Parce que on a un truc qui est drôle, c'est qu'on te vole une montre. La montre va souvent être utilisée en gage d'argent, en fait, dans tout ce qui est criminalité. Tu vas pas la démonter, sinon elle vaut plus rien. Par contre, un bijou, ça vaut des fois beaucoup plus, quand tu le démontes par la matière première. Et donc, j'aime beaucoup dans la joaillerie, c'est que c'est éternel. Encore plus les diamants, mais l'or aussi. Je sais pas si c'est le cas de Vever, mais toi, Messika, tout leur or est 100% recyclé. Mais après, il y a aussi le côté lobbying, de pas croire que le recyclé veut dire que c'est pourri. Parce que des fois, tu vois, le second hand, je préfère avoir une bague avec des matériaux qui ont été réutilisés que d'avoir une bague second hand que je ne connais pas, je ne sais pas qui l'a portée, quelle énergie bonne ou mauvaise il y avait dans cette bague. Et moi, personnellement, c'est pas le cas de tout le monde. Dans un sac, ça me dérange pas. Mais je pense que c'est hyper intéressant et que toute marque devrait avoir un département avec du second hand. Ami, par exemple, vend des pièces seconde main de Ami. Richard Mille, tu vois, ils peuvent te trouver, si je te dis pas de bêtises, des Richard Mille de seconde main aussi dans certains de leurs partenaires. Donc, tu vois, c'est des trucs comme ça où je trouve que si le client le veut, il devrait, parce que c'est un marché qui grandit énormément. J'ai eu un podcast avec le CEO, qui vient de partir, Max Bittner de Vestiaire Collective. C'est un épisode à écouter. C'est hyper intéressant. Et en tout cas, ma génération, et encore plus celle qui arrive après, si tu n'as pas des valeurs fortes, tu seras plus là. Tu sais qu'on est hyper engagé chez Vever, donc en effet, on utilise de l'or recyclé, bien sûr, des diamants naturels recyclés. Mais aussi, nous, tout est fabriqué en France. Et ça, pour moi, c'est un peu mon combat. Pour moi, ça fait aussi partie de l'impact, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un vrai savoir-faire joaillier en France.
Et je trouve que c'est notre devoir, en fait, de pérenniser justement ce savoir-faire. Il y a des techniques de sertissage qu'on ne sait faire que en France, qu'on ne sait pas du tout faire, en fait, dans les autres pays. Donc, il ne faut pas s'étonner s'il y a des personnes qui achètent des bagues avec des pierres qui tombent. Ben oui, en effet, si la pierre a été sertie en Inde ou ailleurs, eh bien, c'est pas du tout les mêmes techniques. Après, c'est aussi, on en parlera, je pense, dans ton podcast, c'est aussi compliqué parce que le Made in France, ça coûte cher, quoi, clairement. Mais il faut savoir jouer le jeu. Et puis, en plus, on est sur des matériaux qui coûtent très cher, notamment avec une flambée de l'or qui est absolument hallucinante. Et moi, je trouve que c'est surtout les produits de luxe où c'est des produits qui, en plus, sont chers. Où quand même, la valeur, c'est la durabilité. Et d'ailleurs, je crois que c'est... je sais pas si c'est Axel Dumas, mais en tout cas, c'est quelqu'un de la famille Dumas d'Hermès qui disait, pour moi, le luxe, ça se répare, en fait. Et je suis assez d'accord, ça se répare, ça se transmet. Et pour que ça se répare et que ça se transmette, il faut qu'il y ait un travail artisanal exceptionnel qui soit fait. Et pour ça, forcément, ça coûte plus d'argent que de le faire ailleurs. Donc ça, c'est un peu mon combat sur le made in France. On va parler audace et leadership. C'est pas comme si on n'en avait pas parlé, mais bon, c'est pas grave. Donc, tu es hyper jeune. Je rappelle que Lou a 27 ans. Néanmoins, quelle a été la plus grande difficulté peut-être que tu as pu connaître depuis... je sais pas, c'est pas mal être personnel d'ailleurs, ou dans ta vie pro. Est-ce que tu as vraiment une grosse difficulté et finalement aujourd'hui tu as du recul par rapport à ça et tu te dis tiens, ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses, de me réajuster, voilà. Bonne question. Je pense que il y en a tous les jours, on se prend des portes tous les jours. Je dirais que c'est plutôt des fois qu'on peut remettre ta légitimité en cause. Et ça, des fois, c'est hyper dur. Tu trouves ça hyper injuste. Parce que tu es une femme et que tu as 27 ans ? Peut-être, non, pas forcément, je sais pas. Vraiment, peut-être. Mais tu sens de temps en temps qu'il y a des personnes qui ne te prennent pas forcément au sérieux et tout ? Non, je pense pas. Non, enfin... en tout cas, le fait d'être jeune et une femme, je pense que ça a plutôt été un avantage parce que c'est différenciant. Aussi simple que ça, il n'y en a pas beaucoup. Bon, il y a des Carlotta, mais et voilà, mais on n'est pas beaucoup. Donc, en fait, c'est toujours un peu, ça sort un peu du lot. Donc, et après, c'est la façon dont tu t'exprimes. Tu peux avoir 55 ans, être très capé, t'as pas confiance en toi. Donc, toi, t'as pas le syndrome de l'imposteur, Lou ? Non, je pense pas. Je pense que je l'ai pas. Peut-être dans certains. Il y a des fois, tu te sens... Ouais, c'était plutôt moi qu'on pense que je sois pas capable. Et ça, pour moi, c'est pas possible. Mais ça t'énervait, et donc ensuite, tu prouvais que justement, t'étais capable. C'est plutôt ça, quoi. C'est plutôt ça. Ouais, plutôt de me dire, OK, écoute, après, je pleure souvent. C'est plutôt la résilience. Parce que, je suis avec beaucoup de garçons tout le temps. Et en fait, ils me traitent pas comme une fille. Donc, en fait, oui, du coup, et des fois, j'ai quand même une certaine sensibilité. Mais en fait, non, donc c'est plutôt ça de comment être hyper résilient. Moi, plutôt, c'est ça. C'est parce que tu te prends des remises en question par-ci, par-là. T'as des journées qui sont pas faciles. Tu te prends des mauvaises nouvelles. Et en fait, tu dois pas lâcher parce que t'es dans un marathon. Donc, personnellement, je fais beaucoup de sport. Et ça m'aide énormément parce que je sais que quand je dois pas lâcher, je dois pas lâcher. Donc, je lâche pas. Tu comprends pourquoi il y a un pourcentage de burn-out beaucoup plus élevé et un pourcentage de suicide beaucoup plus élevé chez les entrepreneurs ou pas ? Ouais. Non, mais il y a un sujet sur la santé mentale quand même de l'entrepreneur. C'est vrai qu'il y a un côté, c'est hyper sexy d'être entrepreneur, mais c'est dur d'être entrepreneur. Ouais, mais je pense que souvent les gens ils se mettent tellement de pression. Nous, quand on en a marre, qu'on va arrêter de bosser, on bosse pas. C'est bien. Enfin, vraiment, moi, quand je n'ai pas envie... t'as ce recul-là. Ouais. Et... J'ai une de mes meilleures amies, elle bossait dans un grand groupe chief of staff d'un CEO. Elle adorait son job, mais elle bossait jusqu'à 3h du mat'. Alors moi, mais jamais. Je suis une énorme bosseuse. Mais par contre, quand je sens que j'en ai marre, en fait, j'ai naturellement, en tout cas, un truc qui me dit « Lou, arrête. Va te promener, va acheter un truc, va faire du sport. » Et aussi, je pense qu'il y a des obligations qu'il faut se mettre. Il faut être égoïste, il faut penser à soi. J'ai pas d'enfant, donc en tout cas, pas encore. Donc, j'ai aussi... plus de temps
Mais typiquement, je fais du sport 5 à 6 fois par semaine et c'est obligatoire. Donc en fait, s'il faut que je décale un rendez-vous, je décalerai un rendez-vous. Si j'arrive en legging, je m'en fiche. Moi, j'arrive pas. Mais c'est personnel. Il y en a, ils ont besoin de ceci ou cela. Non, mais moi, j'ai des enfants. C'est ça mon sport, en fait. Bah voilà. Ouais, mais c'est... tu sais quoi, on en reparlera quand j'en aurai. Non, mais c'est... Tu sais, tu travailles à 6h45 pour gérer un, tu l'emmènes à l'école, nanana. Ah ouais. Je peux pas faire mon jogging à 5h du mat, quand même. Ouais, mais c'est ça. Après... Toi, t'as plein de trucs, mais y en a, ils sont marathoniens, il y en a, ils font plein de trucs, etc. Mais je pense que par rapport à tout ce qui est burn-out, etc., je pense que la réalité, c'est qu'il faut arrêter de se mettre trop de pression, il faut arrêter de travailler quand on a marre, et puis ça attendra, et puis il faut penser à soi. Moi, par exemple, les week-ends, je coupe. Enfin, sauf quand j'ai des trucs à faire, je bosse. En vrai, je bosse quand même souvent les week-ends. Mais de manière générale... non, mais en fait c'est cool. On arrête jamais. Non, enfin, ce que je veux dire, c'est que je suis pas sur mon ordinateur normalement. Mais après, tu reçois un mail, un truc important. C'est ça qui est bien. T'as cette distance. Je te dis pas que je pars pas en vacances avec un ordinateur. J'en prends pas beaucoup, mais il y a vraiment ce côté... Là, typiquement, j'ai hâte de partir en vacances. Ouais, ça fait 1 an que j'ai pas pris plus de 3 jours. J'ai hâte de prendre 1 semaine. Voilà. Donc voilà. Si il y a un ou une jeune entrepreneur qui nous écoute, quel conseil tu lui donnerais pour se lancer? Je pense qu'il ne faut pas se poser beaucoup de questions. Il se lance comme ça. Bah ouais. Enfin, non, mais au pire, tu te casses la figure, hein, c'est pas grave. Oui, c'est vrai. Au pire, vraiment, la plupart des gens, ils se posent trop de questions. Mon grand-père, un jour, m'avait dit ça. Mon grand-père se lève hyper tôt le matin. Je lui dis, mais comment tu fais? Mais moi, j'arrive pas et tout. Il me fait, mais tu mets combien de temps entre le moment où tu te réveilles et le moment où tu te lèves? Je sais pas, un quart d'heure, machin. Il me fait, mais tu te poses combien de questions? Je dis, bah, beaucoup trop. Il me fait, bah voilà, tu te poses pas de questions. Ton réveil, il sonne, tu te lèves. Tu ne laisses pas ton cerveau le temps de penser. Et en fait, depuis je me réveille pareil, 6h15, 30 tous les matins. Et vraiment, c'est ça. Je vais faire cette technique, tiens. Tu arrêtes de te poser des questions. Et la réalité, c'est que vraiment... Non, mais... En mode zombie. Non, mais du coup, je t'ai dit, moi, je suis action, réflexion. Mais la réalité, des fois, il faut juste y aller. Et puis, au pire, tu te pètes la figure et au pire, tu auras appris. Puis, au lieu d'aller à droite, tu iras à gauche. Et voilà. Ouais, mais à un moment, il faut y aller. Comme ça, moi aussi. Alors, on va terminer par le fameux dictionnaire de l'audace. Okay. Alors, pour toi, l'audace, en un mot ou quelques mots, qu'est-ce que c'est? Bah, je pense que c'est justement de ne pas se poser beaucoup de questions. Et souvent, on me le dit. De foncer. Ouais, c'est ça, c'est de foncer. Et puis, je pense que c'est un peu du culot. Voilà. Le dirigeant ou la dirigeante du luxe le plus ou la plus audacieuse? Bah, je suis biaisée, mais vraiment, je trouve que François Pinault, il était assez fou. J'aime beaucoup Coco Chanel. Parce qu'elle était menteuse, elle avait peur de rien. Elle faisait tout ce qu'il fallait surtout pas faire. Elle était vraiment un mauvais garçon. Et je trouve qu'elle était, quoi qu'on en dise, hyper inspirante. On va parler biotech, vu que tu as quand même un parcours scientifique. La biotech la plus audacieuse. Et pourquoi? Il y en a plusieurs. Après, il y a des trucs, c'est assez niche. Voilà. Mais je suis un peu biaisée parce que je les connais bien, mais j'adore Hawkins. Ah oui, bah oui, bien sûr. Thomas Clausel, qui est d'ailleurs un de mes advisors depuis Day One. Et j'adore parce qu'il était très en avance sur le machine learning. Et moi, je me le disais pendant mes études, je ne comprenais pas pourquoi tout ce qui était de... En fait, quand on fait la recherche donc, sur des médicaments... Hawkins, c'est l'analyse des données de santé. Ouais. Et c'est la 11e licorne, je crois, française. Et en fait, dans le milieu pharmaceutique, je trouve dingue, c'est que pour lancer un médicament sur le marché, c'est en moyenne 10 ans, c'est 800 millions. Ouais. Donc c'est énorme. Ouais. Parce que tu fais beaucoup de tests sur plein de molécules différentes. Et eux, forcément, avant l'ère de l'AI, ils ont permis de gagner beaucoup d'argent et de faire des avancées qui sont forcément plus rapides. Donc je trouve que celle-là, j'aime beaucoup. Ton invité de podcast que tu as pu recevoir le plus audacieux? Ou la plus audacieuse? Ouais. Alors, c'est quelqu'un de très controversé, qu'on aime autant qu'on n'aime pas. Mais je l'ai sorti cette semaine. Et moi, j'ai adoré cet épisode. C'est Georges Kern, le CEO de Breitling. Ouais. Forte personnalité. Ouais. Il descend aussi d'une famille de joailliers. Ouais, son père avait un multimarque, je crois, un truc comme ça, ou horloger. Et lui, pareil, s'il avait écouté les autres, je pense qu'il n'aurait jamais repris Breitling, il n'aurait jamais rien fait. Et c'est une forte personnalité, etc. Mais lui, pour le coup, je le trouve particulièrement audacieux. Et lui, il est sur les diamants de laboratoire aussi. Ah ouais?
Ah, je savais pas. Il fait 100% d'IA, mon laboratoire. Je savais pas, tu vois. Et enfin, pour terminer, et ensuite, les personnes du public pourront poser des questions avec plaisir. Quel est ton motto, ta devise? Il faut oser, il faut foncer. En fait, j'en ai plein, mais je sais pas si c'est hyper sexiste ce que je vais dire, mais je trouve que nous, les femmes, on est quand même particulièrement intuitives. Et vraiment... Écoutez son intuition. Non. C'est encore plus basique que ça. C'est... Entourez-vous de femmes. Non. Non, c'est con, mais quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ah oui, et c'est vrai, ça. Tu t'écoutes. Ça, Nous, à chaque fois qu'on ne s'est pas écouté, on s'est mordu les doigts. Ouais, c'est vrai. Quand tu as un doute, il n'y a pas de doute. Ouais, je suis d'accord. Et vraiment, il faut suivre un peu son intuition. Encore une fois, arrêtez des fois de trop réfléchir. Qu'est-ce que tu ressens? Oui, mais toi, de temps en temps, typiquement, il n'y a pas des trucs où tu as tellement envie de le faire, mais tu sens quand même une petite voix qui te dit « Ouais, non, je sais pas si c'est très sérieux » et tu n'as pas trop envie de l'écouter. Bah ouais, si. Mais donc, il y a un doute quand même, mais tu le fais quand même? Non, il y a une différence entre le doute et la peur. Des fois, tu as peur. Tu dis, ah non, mais j'ai des risques quand même. Voilà. Et un doute, de temps en temps, tu as trop envie d'y aller, mais tu sais que genre il y a un petit risque, mais tu n'as pas envie d'écouter ta voix qui parle du petit risque. Ouais, mais du coup, moi, j'y vais. Souvent, je suis en mode... En fait, le problème aussi, c'est que je suis très relativiste. Pour moi, rien n'est grave. Oui, c'est ça. Donc, en fait... c'est pas grave. De toute façon, qu'est-ce qu'il va me dire? Pourquoi? Parce que je suis comme ci ou comme ça. Il y a tellement tu rationalises les risques. Ouais, peut-être. Voilà. Super, un grand merci, Lou. Merci beaucoup. Et donc, s'il y a des personnes qui veulent poser des questions, voilà, vous êtes les... Une question. Est-ce que tu peux nous raconter d'une fois où tu as vraiment... Tu parlais de la peur, là. Où tu as eu vraiment peur et tu as dû la surpasser? Ouais, faut que je trouve. C'est pas souvent que j'ai peur. C'est pour ça que je t'ai demandé. Ouais. Oh là là. Mais un truc tout bête. Alors, j'ai absolument pas peur de sauter sur Jean-Christophe Babin ou Frédéric Arnaud quand je les vois. Salut, on ne te rappelle pas de moi. Voilà. Par contre, de prendre mon téléphone et d'appeler, faire du call calling. Oh, je déteste ça. J'ai l'impression de déranger les gens. Et mon coach me dit, Lou, il faut le faire. Et effectivement, il a eu raison parce que j'ai fait des super trucs grâce à ça. Mais je déteste ça. Je déteste quand on m'appelle. Je trouve ça m'énerve. Mais par contre, de déranger quelqu'un qui est en train de parler avec quelqu'un, ça me dérange pas du tout. Là, pour le coup, je suis assez flippée. J'aime pas ça. Ouais, merci. Voilà. Une autre question? J'ai une question sur ta biotech. Du coup, elle est devenue quoi? Bonne question. Alors, ce qui s'est passé, c'est donc on a dû redéposer des brevets. Ça a mis 2 à 3 ans à brevet pour être accepté sur le marché. Et spoiler, j'ai reçu le brevet le jour de mon anniversaire cette année. Donc, on a dû remettre la machine en route avec notamment mon père, parce que ça reste, c'est sa société et la mienne. Et du coup, comment on faisait pour relancer ça, en sachant que j'ai une société aujourd'hui, donc plutôt moi, de manière non exécutive dessus. Trouver les bonnes personnes qui puissent, on va dire, exécuter la vision qu'on a avec mon père, en sachant qu'on est forcément les actionnaires. Et après, on verra ce que la vie nous réserve. Voilà. Et c'est quel produit, du coup? C'est toujours le spray pour la... Ouais, c'est un spray. Exactement, c'est un spray avec des enzymes oral care. Voilà. Que j'ai d'ailleurs avec moi dans mon sac tout à l'heure, vous pouvez tester. Voilà, merci. Merci. Bonsoir. Donc, tout d'abord, merci beaucoup pour ce podcast que j'ai beaucoup aimé. Je suis fan des 2 femmes en face. Voilà, donc je suis un peu... Merci. C'est Noël avant l'heure. Moi, en fait, donc je travaille aussi dans le milieu du luxe, mais l'hôtellerie du luxe, mais plus au niveau des soins du massage. Et c'est vrai, vous avez parlé du coup de l'expérience client, à quel point, en fait, voilà, il y a cette espèce d'industrie hyper massive, mais à quel point, finalement, le client, on l'oublie. Moi, je sais en tout cas de mon expérience de ce qui se passe en cabine, c'est que j'ai le sentiment que, en tout cas, les étrangers, quand ils viennent à Paris, ils ont envie de vivre cette vie un petit peu, ce luxe à la française, comme si le temps d'un instant, ils étaient un roi ou une reine, une princesse. Et en fait, ce que je trouve beau, en tout cas dans votre podcast, c'est que déjà, vous ouvrez les portes de quelque chose qui est totalement inédit. Et en fait, quand j'écoute ce podcast, moi, je vis une expérience client incroyable. Parce que c'est des choses qui sont cachées,
qui sont secrètes. Et c'est vrai que le milieu du luxe, c'est comme si c'était quelque chose qui était inatteignable, enfin inaccessible. Et en fait, d'avoir accès en fait au backstage, aux coulisses, j'ai l'impression d'être comme une petite souris qui écoute en fait une conversation peut-être entre un roi, une reine ou une princesse, enfin qui se donne des conseils parce qu'il y a une très belle synergie même en termes de rythme, de jeu de questions, de réponses. Et je voulais savoir du coup si est-ce que vous vous rendez compte de l'impact que vous avez du coup sur le luxe parce que c'est avant-gardiste, c'est innovant, c'est aussi novateur. Et puis, en tant que Française, parce que vraiment, s'il y a bien un pays qui incarne vraiment les valeurs du luxe, c'est la France. Donc voilà, est-ce que vous réalisez à quel point c'est quelque chose d'assez révolutionnaire? Donc ça fait plaisir d'entendre ça. Merci. Je vais bien dormir. Mais c'est vrai ce qu'elle dit. Ouais, Tu moi, je m'en rends pas compte. c'est vrai que ça permet en fait d'assister un peu comme une petite souris à des discussions dans un secteur qui peut paraître complètement inaccessible avec des personnes hyper brillantes et on est dans cette culture du secret. Donc c'est intéressant ce que vous dites. Ouais. En fait, j'essaye souvent. Je pense que maintenant je suis énormément biaisée. VS Lou, il y a peut-être 4-5 ans, qui écoutait les podcasts et qui rêverait d'avoir un Jean-Christophe Babin qui parle de comment il a monté Bulgarie, enfin comment il a redressé, c'est entre guillemets, Bulgarie. Et donc maintenant, en fait, c'est devenu toujours un peu naturel. Donc en fait, je pense que je me rends pas compte. Et mes parents, ce qui est vraiment le plus gratifiant, c'est justement, tout à l'heure, quand vous m'avez reconnu, là, juste en arrivant, quelqu'un en face de Malério qui me dit « Excuse-moi, vous n'êtes pas le podcast du luxe, vous venez pour le podcast ?» Je dis pas non, mais je vous ai reconnu. Et voilà, d'avoir les remerciements des gens. En fait, j'écoute tellement de podcasts et j'adore rentrer dans la vie de quelqu'un et je déteste quand les podcasteurs sont mauvais en plus, en tout cas selon mes critères, et donc moi je m'écoute pas parce que je me trouve insupportable, mais par contre je suis hyper reconnaissante quand je peux toucher à ça et de savoir que justement je peux offrir ça à des gens et pas le partager que moi, de le donner aux autres. T'écoutes pas tes podcasts? T'as du mal. Ouais, les premiers pour m'améliorer. Maintenant, j'attends le feedback des autres pour me dire ce que je fais bien ou pas. Mais je trouve ça... moi, je me trouve assez insupportable, donc j'aime pas. Moi aussi, j'aime pas m'écouter. C'est Marine qui le fait. Ouais. Mais bon, de temps en temps, il faut le faire. Hein. Ouais. Je le fais moi en aussi, c'est mes x2, équipes, quoi. Je le fais en x2. Ouais. Je fais le début, la fin, quelques trucs, mais ouais. Moi aussi, la dernière chose que je voulais apporter aussi, il y a quelque chose aussi de très educate. C'est ça que j'aime. Peut-être les influences un petit peu anglo-saxonnes, américaines, ce côté storytelling. Et en fait, on apprend tellement de choses. C'est-à-dire que moi, je suis bercée. En plus, souvent, j'ai écouté ça la nuit, donc je vais prendre des notes, etc. Et c'est hyper impactant, en fait. Je pense que vraiment, cette manière aussi de libérer quelque part la parole aussi, parce qu'on est vraiment dans une société... d'ouverture, mais je trouve que c'est une bonne ouverture comparée aux réseaux sociaux où on raconte toute sa life. Ouais. On montre tout. Je trouve que là, c'est très pertinent. Et donc, voilà, merci beaucoup pour ce podcast. Avec plaisir, merci beaucoup. Mais c'est vrai que le but un peu du podcast, c'était ça. C'était juste hyper authentique. On est sur un canapé. En fait, un truc que je me rendais pas compte, mais en fait, j'ai souvent l'âge de leurs enfants. Et en fait, souvent, ils me disent « Arrête de me voyer, j'ai l'impression d'être vieux. » Bon, d'accord. Et puis, comme je suis un peu, encore une fois, easy going, et en fait... c'est ce que disent les gens, c'est que c'est bien parce qu'il n'y a pas trop de manières et souvent dans le luxe, c'est un peu coincé, c'est un peu très codifié, très politique et moi, je m'en fiche. Et j'ai la liberté aussi de pouvoir faire les choses différemment. Si j'étais demain dans une grosse corporate, je pense que j'aurais pas le droit de faire un podcast comme ça. Mais aujourd'hui, j'en ai le droit et c'est ce que justement aiment les gens, le fait que ce soit authentique. Voilà, donc merci. Une dernière question ? Oui, merci pour ce moment déjà. Et je voulais savoir, toujours pour parler de l'expérience, parce que je pense que c'est vraiment un sujet aujourd'hui avec l'heure du digital. Au contraire, il faut revenir à quelque chose d'un peu plus humain aussi. Quelle a été ta plus belle expérience en tant que cliente ? J'en ai plein des mauvaises. C'est une bonne question. Ouais, mais c'est horrible, hein. On se rappelle des mauvaises et pas des bonnes. C'est horrible. Malheureusement, j'achète beaucoup en seconde main aussi. Une expérience que j'ai bien aimée.
Mais c'est Louis Vuitton, là, ton livre, que tu as découvert. Ouais, ça, j'ai bien chez aimé. Ducasse et tout, non Non, mais j'en ai en plus la poisse. Non, je pense qu'une expérience que j'ai bien aimée, pour le coup, mais c'est tout bête, hein. Donc, pour mes 25 ans, je voulais absolument m'offrir ma première montre à moi, de luxe, et je voulais m'offrir moi-même. Donc, je suis une Chanel girl. J'aime beaucoup Chanel. Et donc, en seconde main, j'aime beaucoup la Daytona de Rolex. Mais trop grosse, très masculine, puis très chère. Et en seconde main, donc j'avais trouvé une J12, mais je voulais surtout pas une noire ni une blanche parce que ça me fait penser, pardon, mais aux mamans. Et donc, je voulais surtout pas ça. Et en fait, j'étais tombée par hasard sur... donc, c'est la céramique en gris. Et en fait, c'est de base pour les hommes qu'ils avaient sorti celle-là, la J12. Je l'avais trouvée géniale. Et en fait, je l'avais trouvée tellement moins chère, 1 700 €. Et j'avais fait la révision chez Chanel pour être sûre quand même que c'était une vraie. Et déjà, ce qui est génial dans la céramique, c'est que c'est invariable. Donc, on a l'impression d'avoir déjà une montre neuve. Et je me rappelle, la révision, elle avait été super parce que j'avais quand même pas énormément d'argent. Et il m'avait fait la révision. Il m'avait offert des trucs dans la révision. Ils avaient échangé des pièces et il l'avait laissé comme ça. Et je me rappelle, quand j'étais allée la chercher, j'ai oublié mon sac avec mon ordinateur là-bas. Vraiment, Lou. Encore une fois, heureusement que je suis pas médecin. Et donc, j'ai oublié mon sac avec mon ordi, etc. Et je me rappelle, il m'avait envoyé des messages, etc. Il venait de fermer la boutique. Et le lendemain, il m'avait redonné mon sac. Il m'avait donné un petit sac et tout, avec un petit goodies et tout. J'avais trouvé ça juste... J'étais hyper contente parce que j'ai pas, en tout cas, les moyens à l'époque de m'offrir une montre à 10 000 €. Et j'avais pas eu l'impression d'être reçue comme si j'étais, entre guillemets, une pauvre à acheter de la seconde main. Et ça, j'avais adoré leur... vraiment, ils avaient passé du temps. On m'avait mis le truc à taille. Ils m'avaient réexpliqué 2-3 trucs sur la montre, comment la remonter, etc. Et ça, pour le coup, c'était une belle expérience. Et pour le coup, ils en ont fait, entre guillemets, une cliente par la suite. Voilà. Super. Eh bien, un grand merci, Lou. Merci beaucoup, Camille. Et à très bientôt. À vous tous. Voilà. Merci. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez surtout pas à le diffuser et à en parler autour de vous. Et mettez-moi également une note, ça m'aide toujours beaucoup. Si vous avez des suggestions ou commentaires, n'hésitez pas à les envoyer auprès de mon équipe sur le mail contact@vever.com. Vous êtes également les bienvenus à ce podcast puisqu'il se veut inclusif. Donc tous les mois, 7 personnes peuvent venir assister au podcast. Il suffit d'aller sur vever.com. Donc je vous dis un grand merci et on se retrouve très bientôt pour plus d'audace.